au-delà de Eurasie, c'est-à-dire la contraction Europe-Asie, vous avez 3-4 puissances qui se dégagent un petit peu de cet espace doublement continental. Vous avez la Russie, vous avez la Turquie, vous avez l'Union européenne quand elle se tourne vers cet espace asiatique. Vous avez l'Iran quand il se tourne vers l'Europe et la Russie. Et puis également la Chine pour les mêmes raisons, ou l'Inde aussi. Donc ça fait à peu près 4-5 puissances qui se dégagent un petit peu du reste de cet espace politique et géographique. A priori comme tous les autres pays, mais là on est dans une configuration un peu différente, c'est que on a différents types de menaces ou d'inquiétudes. La première, c'est une sécurité, je dirais, militaire. On sait que c'est une zone des Balkans jusqu'à l'Asie centrale qui est quand même truffée de conflits non réglés. Ensuite, vous avez un problème énergétique. On sait qu'il y a toute une rivalité autour de projets de pipeline contradictoires, concurrentiels. Donc, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, je dirais que c'est un problème humanitaire. Ces pays sont gravement touchés par des crises démographiques. Et le quatrième, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'État, c'est-à-dire comment transformer des États dits autoritaires en États dits de droit. Et là, c'est là que le bas blesse, c'est qu'on n'a finalement pas beaucoup d'États de droit. On a surtout des États en transition économiquement qui sont plus ou moins adaptés à la mondialisation, mais qui au niveau des institutions et de la société traversent quelque chose d'assez grave, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de se transformer en État de droit, en État où les libertés sont garanties, etc., etc. Et donc là, on a un vrai problème de régulation sociale, de rapport entre l'État et la société. Et les conflits à venir sont de trois types: militaires, pas forcément interétatiques, sauf dans le cas Arménie-Azerbaïdjan ou Russie-Géorgie, énergétiques. Donc là, on est sur les approvisionnements, les diversifications et les relations géoéconomiques. Et puis le troisième type de problème, c'est, je dirais, sociopolitique, qui est donc de l'ordre de la transformation des sociétés, comment on passe de sociétés figées à des sociétés plus libéralisées. Et là, ça pose un vrai problème je dirais, d'intégration, de capacité, de moyens. Et là, ça peut se traduire par des guerres civiles, des tensions, des révolutions plus ou moins fomentées. On n'est pas forcément dans je dirais, dans un prisme concurrentiel. On est dans une coopération et une concurrence. L'Union européenne a les moyens de concurrencer la Chine si la Chine est un rival, enfin une rivale. Maintenant, la Russie joue sur deux tableaux. Elle joue à la fois sur un tableau pro-européen, parce qu'elle est marquée par sa civilisation européenne, on va pas revenir là-dessus, mais en même temps, elle a des intérêts aussi en Asie. Et puis, elle a un problème d'aménagement du territoire qui fait qu'elle est obligée de s'intéresser à l'Asie. Puis, il y a un problème aussi de débouché économique. L'Asie est en pleine expansion économique. La Russie et d'autres acteurs, notamment d'Asie centrale, se doivent aussi d'aller approvisionner les marchés émergents en Asie. Du côté européen, on a le problème de sécurité militaire, on l'a vu avec la Géorgie, avec l'énergie, et l'Union européenne est solvable. L'Union européenne, c'est un marché commun, c'est un marché unique, c'est un marché qui a une certaine attraction. La Russie est sensible à cette attraction, mais en même temps, la Russie a ses propres intérêts et elle se dit finalement, comme la plupart des puissances émergentes, elle se dit est-ce qu'elles ont intérêt à se fondre dans un espace intégré ou est-ce qu'elles n'ont pas plutôt intérêt à devenir un espace, je parle pour la Russie, elle-même intégrée. Et donc là, on est dans une configuration non pas multipolaire, parce que bon, pour moi, il n'y a pas de multipolarisme, il y a plutôt une configuration, je dirais, d'un monde à trois niveaux, un monde avec des grandes puissances connues, un monde de puissances émergentes, alors, notamment toutes les puissances sur l'espace eurasien, en dehors de l'Union européenne, donc la Russie, l'Iran, la Turquie, la Chine, et puis un monde en développement. Alors, avant on appelait ça le tiers-monde, maintenant on va appeler ça le monde en développement,
en transition, ce sont les petits pays d'Asie centrale, les petits pays du Caucase, d'autres pays d'Europe orientale, sur cet espace euro-asiatique. Et donc là, on est dans une configuration à 3 niveaux. Les émergents, la Russie, la Turquie et l'Iran, sont pris entre deux dynamiques. Soit elles rejoignent les grandes puissances, mais ça pose un problème de différenciation. Si c'est pour faire la même chose, c'est pas la peine. Soit elles se font les porte-parole des petits pays, mais là aussi ça pose un problème parce que question de puissance, de prestige, etc. On est dans une configuration où elles ont besoin de se démarquer, donc elles doivent jouer leur propre jeu, leur propre musique, leur propre partition, et c'est là que la difficulté surgit, c'est que d'un côté, ces puissances sont dans une phase de complémentarité entre elles, elles se complètent, elles collaborent, notamment la Russie et la Turquie, qui sont vraiment les deux grosses écuries, j'ai envie de dire, de cet espace eurasien, et puis en même temps une concurrence, parce qu'on avance dans le XXIe siècle avec des armes du XXIe siècle, mais avec un état d'esprit un peu figé, style guerre froide, puisqu'on parle de zones d'influence, je pense notamment à la Russie et la Turquie, le Caucase notamment, ou Balkans.